Salutations chers viewers de première classe, je suis l'adjudant Tom, garde à vous. Bienvenue dans ce tout premier épisode de Bloc-Notes. Bloc-Notes est un tout nouveau format d'épisode plus court dans lequel je vais parler de différents thèmes liés aux deux guerres mondiales. Dans ces épisodes, je pourrai parler par exemple des armes, des véhicules ou des stratégies militaires. Ainsi, dans ce tout premier épisode, je vais vous expliquer comment était mis en place le Blitzkrieg allemand. Alors, le Blitzkrieg, mais qu'est-ce que c'est que ce terme qui est utilisé dans beaucoup de domaines, que ce soit dans des films, des documentaires ou même dans des livres? Hey, il y a même des jeux vidéo qui en parlent! Eh bien, le Blitzkrieg, c'est en fait une stratégie militaire. Même plus, c'est carrément un nouveau concept de plan de bataille qui a révolutionné la façon de faire la guerre. Cette philosophie de bataille est basée sur l'utilisation de cette nouvelle arme qui a fait son apparition sur les champs de bataille de la Somme en 1916, les chars d'assaut. La naissance de cette philosophie. Durant l'entre-deux-guerres, les pays européens ont commencé à établir de nouvelles stratégies en incorporant les chars d'assaut, cette arme blindée qui protège ses occupantes et mitrailleuses ennemies. Cependant, les doctrines militaires françaises et britanniques de l'époque, fort défensives, ne voyaient en ces armes que des outils de soutien d'infanterie. D'ailleurs, en France, seul un certain Charles de Gaulle publie des ouvrages prônant l'utilisation des blindés pour des campagnes offensives. Mais en Allemagne, ce pays vivant dans les lourdes contraintes du traité de Versailles, on sait que si on veut relancer la machine de guerre et repartir dans des conquêtes, le souhait secret d'Adolf Hitler, il faudra que ça soit rapide et efficace, car les ressources manquent. Ainsi, c'est vraiment à partir de 1935 que les notions de base de ce que sera le Blitzkrieg vont naître, et ce, à la suite des travaux du futur général Heinz Guderian, qui sera surnommé Heinz le Rapide ou le théoricien des chars. La définition. Le terme Blitzkrieg, qui signifie en français la guerre éclair, apparaît, lui, le 25 septembre 1939, à la suite de l'invasion de la Pologne par les Allemands. C'est en effet dans le journal Time Magazine qu'on peut lire cette phrase « This is not a war of occupation, but a war of quick penetration and obliteration. The Blitzkrieg, the Lightning War. » Donc en français, ce n'est pas une guerre d'occupation, mais une guerre de pénétration rapide et de destruction. Le Blitzkrieg, la guerre éclair. Bref, comme souvent, ce ne sont pas les Allemands qui ont appelé leur stratégie par ce nom, mais bien un média anglais. Les Anglais adorent inventer ces petits surnoms. La stratégie. Pour comprendre le Blitzkrieg, il faut d'abord bien se rendre compte que cela va surtout être deux utilisations bien distinctes des chars d'assaut et de leur philosophie sur le champ de bataille. Une philosophie qui est bien différente du côté allemand par rapport aux Français et aux Britanniques. Pour vous expliquer le fonctionnement et cette philosophie, je vais prendre en exemple la campagne des 18 jours, car ainsi, je reste dans mon thème. Je serai pour cela aidé du colonel Liégeois pour explication. Colonel Liégeois ? Enfin, tu t'es décidé à me présenter. Merci beaucoup. Bonjour à tous, chers aspirants. Eh bien mon colonel, je vous laisse commencer. Expliquez donc la différence entre l'utilisation des chars du côté allemand et du côté français. Nos chers viewers vous écoutent. Eh bien, pour commencer, il faut comprendre que cette tactique ne se repose pas sur le nombre global de chars. Si vous vous souvenez de ce que l'adjudant vous a expliqué dans son dernier épisode, au départ de la campagne des 18 jours et de la bataille de France, les Allemands n'avaient pas plus de chars que les Alliés. Et pourtant, ils nous ont écrasés. Oui, 3683 du côté allemand et 4260 du côté des Alliés. Vous pouvez continuer, colonel. Merci de ne pas m'interrompre, adjudant. Bref, il vous faut également oublier cette légende racontant que les chars allemands étaient plus puissants que ceux de leurs adversaires. Car techniquement, les chars français et britanniques n'avaient rien à envier aux panzers allemands. Ouais, en gros, les Français avaient des blindés puissants, lourds, mais lents. Alors que les Boches, ils avaient des blindages légers. Mais ils étaient rapides, les bougres. Oh, mais il est là lui aussi. Merci, commandant Wally, mais c'est mon histoire. Bref, pour que vous puissiez enfin comprendre comment on peut percer une ligne défensive avec moins de chars que son adversaire, voici la réponse.
si nous posons des chiffres et que nous comptons en gros 3000 chars du côté allemand et 3000 du côté allié... Oui, colonel. Pour l'exemple que vous voulez donner, ça marche. Mais dans les faits, n'oubliez pas que les Allemands avaient moins de blindés que les Alliés. Cependant, oui, je pense que ce sera plus facile de faire comprendre comme ça. Vous pouvez continuer. Oui, je sais bien que les Allemands avaient moins de chars que les Alliés, mais je fais ça pour simplifier. Bref, du côté des Français, utilisant une stratégie vieillissante mais qu'ils pensaient sûre, les généraux vont placer leurs chars en soutien d'infanterie, c'est-à-dire derrière l'infanterie. Ils ont ainsi disposé leurs 3000 chars en 1000 paquets de 3 chars qui vont mettre pic-bloc sur le champ de bataille. Ils proposaient en effet une guerre de position, une guerre statique, se retranchant dans des bunkers, des forts et des tranchées, le tout derrière des barbelés et des obstacles anti-chars. Mais, dans le camp allemand, on va faire l'exact opposé. Guderian placera ses panzerdivisions non pas en soutien d'infanterie, mais en tête de colonne, avec l'infanterie derrière. Et les 3000 chars, il ne va pas les utiliser en 1000 paquets de 3 dispersés sur le champ de bataille, mais en 3 paquets de 1000 chars en 3 points différents. Merci beaucoup mon colonel. Vous pouvez bien imaginer que cela fait une grosse différence entre 3 paquets de 1000 chars et 1000 paquets de 3 chars. Donc, mettez-vous dans la peau du bidas français ou belge, qui est bien à l'abri derrière sa défense, et qui va débouler vers lui une panzerdivision de 1000 chars. C'est ça, le Blitzkrieg. Percer le front avec les chars et gagner un maximum de terrain pour établir des têtes de pont en un minimum de temps. Donc, on ne perd pas de temps à faire le siège des villes avec de l'artillerie, on fonce dans le tas. C'est une stratégie culottée, très risquée, mais qui a fonctionné. Cependant, il n'y avait pas que les chars qui entraient en action dans le Blitzkrieg. Cela serait trop simple, et pour une stratégie bien développée, c'est facile de bloquer une avancée de chars. Colonel, pouvez-vous maintenant expliquer à nos viewers comment, dans les grandes lignes, fonctionnait un assaut en suivant les doctrines du Blitzkrieg? D'accord, adjudant. Et cela tombe bien, j'ai justement préparé un petit schéma animé la nuit dernière. J'avais du mal à dormir et... bref. Le Blitzkrieg ne se repose pas uniquement sur l'utilisation des chars. Il est en fait la résultante de la coordination entre les Panzerdivisions, la Luftwaffe, donc l'aviation, et la Wehrmacht, l'infanterie. Une coordination parfaite. Prenez un champ de bataille en Belgique, le long de la Meuse par exemple. Vous avez d'un côté les Alliés, les Belges et les Français qui défendent. Ils ont des bunkers, des barbelés, des tranchées, et à l'arrière, les centres de commandement qui font office de cerveau. Ces centres de commandement relayent les informations aux soldats de première ligne, et ce par radio, mais également par estafette. Les estafettes, ce sont en fait des porteurs de messages qui roulent en sidecar. En phase 2, l'ennemi se dresse, les Allemands, offensifs avec leur Panzerdivision. Je vais vous montrer maintenant comment ils attaquaient avec la tactique du Blitzkrieg. Je vais faire ça par étapes pour que vous compreniez. Premièrement, la Luftwaffe avec les Stuka ou les parachutistes commando, les Fallschirmjäger, les Fallschirmjäger attaquent la seconde ligne, les postes de commandement. Les Stuka bombardent et les commandos prennent d'assaut et à revers les centres de commandement. Le but était de perturber les communications avec la première ligne. Deuxièmement, juste après, ce sont les Panzers qui rentrent en action. Ils percent le front en un emplacement, mais avec toute la colonne. Le but est de perforer la ligne de défense comme le ferait un sabre ou le dard d'une abeille. Cette action s'effectue avec le soutien de l'aviation, mais les Stuka seulement, qui bombardent les troupes de renfort qui essaient de venir en aide sur la première ligne. Quand les Panzers sont passés, le front est maintenant rompu. Enfin, troisièmement, alors que les blindés s'enfoncent bien profondément au territoire ennemi, l'infanterie de la Wehrmacht passe par le point de rupture et ils attaquent alors à revers toutes les autres positions de la première ligne. L'aviation, elle, est en soutien. Cette attaque à revers est très efficace, car les centres de commandement n'ont pas eu le temps de transmettre l'information, étant donné qu'ils sont soit détruits, soit en retraite. Imaginez-vous, il y a des postes défensifs, des bunkers avec des canons qui n'ont pas tiré un obus, car l'ennemi est arrivé dans leur dos et pas en face. Finalement, une fois les dernières poches de résistance détruites, le commandement allemand peut placer ses têtes de pont, des zones de sécurité pour continuer l'avancée. Le Blitzkrieg, une tactique qui a mené ses fruits et qui nous a conduit à notre défaite. C'était vraiment pas mal mon colonel, bien joué. N'est-ce pas, hein?
J'ai gardé de bons restes de mes tables d'état-major. Cependant, chers viewers, il faut comprendre que tout ça se faisait dans une totale coordination. Il n'y avait presque pas de temps mort entre les assauts. Une parfaite communication entre les 3 corps d'armée menée par une gestion des communications radio. Car les Allemands, ils avaient une grande avance par rapport aux Français qui utilisaient la radio avec parcimonie et crainte de se faire entendre des espions allemands. Alors que les Allemands, eux, ils inondaient les canaux radio de messages, ce qui embrouillait les espions français. Le Blitzkrieg fut donc l'une des raisons de la défaite des Alliés de mai 1940. C'est en utilisant cette philosophie que les Allemands ont détruit le fort d'Eben-Emal, qu'ils ont percé le front de la Meuse, le front à Sedan, et qu'ils ont humilié les armées franco-britanno-belges. Et les Allemands, améliorant encore le concept, retenteront cette stratégie sur le front soviétique lors de l'opération Barbarossa à partir de 1941. Mais le Blitzkrieg connaîtra ses limites à la suite de cette conquête. Pour conclure ce tout premier épisode de Bloc-Notes, je vais faire un bref résumé de ce que c'était le Blitzkrieg, c'est-à-dire une stratégie militaire ultra-offensive qui se reposait sur la coordination des chars, des avions et de l'infanterie, qui a révolutionné la guerre, qui a été une première dans l'histoire militaire, mais qui a été étouffée par la folie des grandeurs d'Adolphe, qui connaîtra une fin prématurée. Je tenais à remercier notre invité, le colonel liégeois, qui nous a gratifié de sa présence. De rien, adjudant. Tu sais où me trouver si t'as besoin de moi. T'as qu'à téléphoner à l'hospice. Pas de soucis, je ferai ça pour les prochaines vidéos. Je vous remercie, chers viewers de première classe, ou j'ai envie de dire, chers auditeurs de première classe, pour ce genre de format de vidéo, étant donné que vous n'avez pas vu ma tête. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser un commentaire, un petit pouce bleu, ça fait plaisir, c'est un geste pour la bonne cause. On se retrouve dans quelques temps pour le 3e épisode, je n'ai pas encore commencé à l'écrire, mais ça va se faire incessamment sous peu. Je vous laisse en vous rappelant votre devoir de mémoire par ma célèbre petite citation. C'est en oubliant la terreur qu'on retombe dans le malheur. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée et à bientôt. Salut!